4 minutes, pas une de plus. Et pourtant, ces 4 minutes-là ont suffi à provoquer la plus violente rupture diplomatique entre Paris et Tel Aviv depuis 1967. Le décor, l'Assemblée générale des Nations unies, l'instant celui où Benjamin Netanyahou vient tout juste d'achever sa charge méthodique tranchante soigneusement préparée contre la diplomatie française au Moyen-Orient. Il est convaincu d'avoir gagné. Convaincu d'avoir acculé Sébastien Lecornu, ce jeune chef de gouvernement français qu'il prend pour un novice. Sur ses lèvres flotte ce demi-sourire glacial, cette satisfaction retenue qui ont fait sa légende dans les arènes internationales. Dans sa tête, une certitude, l'Européen va courber l'échine, balbutier des excuses comme tant d'autres responsables occidentaux avant lui broyés par la puissance du lobby pro-israélien et terrassé à coup sûr par l'accusation magique d'antisémitisme. Et pourtant, un détail aurait dû mettre Netanyahou en alerte. Quelque chose dans le regard de son interlocuteur, un calme déconcertant, une fermeté tranquille, qui n'avait rien mais alors rien à voir avec la gêne habituelle des chefs d'État européens, coincés dans ce genre de guet-apens. Ce qui allait suivre, personne ne pouvait l'anticiper. Personne. Et cela allait redessiner l'équilibre géopolitique de toute une région. Le Premier ministre français se redresse lentement, calcul parfait. D'un geste, il rajuste sa veste, cette élégance bien française qui ne s'apprend pas. Puis ses yeux se plantent dans ceux de Netanyahou. Aucune crispation, aucune émotion sur le visage, rien. Et c'est là d'une voix posée presque douce qu'il lâche la phrase qui va figer l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci pour cette brillante illustration de ce qu'est devenue la diplomatie israélienne contemporaine, un cocktail toxique d'arrogance historique et de chantage émotionnel. Le silence qui s'abat sur la salle est sépulcral. Et pour la première fois depuis des décennies, oui, des décennies, Netanyahou vacille. On le voit. Imperturbable, le chef du gouvernement français enchaîne. Vous venez d'en faire la démonstration parfaite. On critique vos actes, vous brandissez la Shoah. On interroge vos manquements au droit international, vous hurlez à l'antisémitisme. Cette mécanique a fonctionné pendant des décennies, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. L'atmosphère est électrique. Les délégations se regardent incrédules. Jamais, vous m'entendez, jamais un dirigeant occidental n'avait osé adresser de tels mots à un premier ministre israélien depuis cette tribune. Vous nous reprochez une prétendue amnésie sur la Seconde Guerre mondiale. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur quelques faits historiques que vous semblez avoir oubliés. Il sort alors un dossier de sa sacoche. L'ouvre, précision de chirurgien. Résolution 242, Conseil de sécurité de l'ONU, 1967. Israël doit se retirer des territoires occupés. Violé depuis 57 ans, résolution 338, 1973, cessez-le-feu et négociations. Ignoré, résolution 446 979, les colonies sont illégales. Bafoué chaque jour, faut-il que je continue? Parce que j'ai sous les yeux 87 résolutions des Nations Unies violées par votre État. 87. Netanyahou tente d'intervenir. Geste sec, autorité absolue, il l'interrompt. Je n'ai pas terminé, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de terrorisme, parlons-en. D'après les chiffres officiels des Nations Unies, chiffres que vous contestez systématiquement, soit dit en passant depuis 2000. 5800 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, dont près de 400 enfants. Dans le même intervalle, 30 civils israéliens ont perdu la vie sous les coups de Palestiniens. Où est-elle cette proportionnalité dont vous vous prévalez? L'attaque est chirurgicale, documentée, imparable, mais le Premier ministre français n'a pas fini, loin de là. Vous nous accusez de complicité avec le terrorisme. Vraiment, la France a laissé 271 de ses soldats en Afghanistan et au Mali dans la lutte contre le terrorisme islamiste. 271 cercueils. Et combien de soldats israéliens sont tombés pour défendre les valeurs occidentales hors de vos frontières? Zéro. Un murmure traverse l'hémicycle. Et cette fois, ce n'est plus la France qui est sur le banc des accusés, c'est Netanyahou qui se retrouve acculé. Vous évoquez l'Iran, permettez-moi de rappeler quelques faits. C'est votre pays qui a vendu des armes à l'Iran de Khomeini pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. C'est votre pays encore qui a aidé l'Afrique du Sud de l'apartheid à se doter de l'arme nucléaire. Alors voulez-vous vraiment ouvrir le débat sur ceux qui soutiennent les régimes autoritaires? Pause.
volontaire, calculé, pour laisser les mots imprégner la salle. En face, Netanyahou est livide. Mais c'est le plus grave, monsieur le Premier ministre, c'est l'instrumentalisation que vous faites de la Shoah. Vous déshonorez la mémoire de 6 millions de victimes en transformant leur tragédie en bouclier diplomatique. Les survivants que j'ai rencontrés moi personnellement n'attendaient qu'une chose, que le plus jamais ça devienne un plus jamais ça pour personne. Vous avez fait de leur souffrance un permis de tuer. Coup direct, en plein cœur du dispositif rhétorique israélien, et il enchaîne toujours avec cette précision de scalpel. Vous nous donnez des leçons de démocratie. Votre gouvernement compte dans ses rangs un homme condamné pour incitation au racisme, un homme qui exposait dans son salon le portrait du massacreur d'Hébron. Votre ministre des Finances a publiquement appelé à rayer de la carte une ville palestinienne Houara. C'est cela votre démocratie? Netanyahou tente encore de reprendre la main. Pas le temps. Et puisque vous voulez parler de collaboration française, parlons donc de la collaboration sioniste. L'accord de Havara 1933, un pacte entre le régime nazi et l'Organisation sioniste mondiale, permettant le transfert de capitaux juifs vers la Palestine en échange de la levée du boycott anti-allemand. Vous aussi, monsieur le Premier ministre, vous avez négocié avec les nazis quand cela servait vos intérêts? Sakier. Coup de maître, l'argument historique retourné comme un gant contre celui qui prétendait s'en servir. L'audience est sidérée. L'audace, la précision, tout est au cordeau. Mais le plus révélateur, monsieur le Premier ministre, c'est votre attitude aujourd'hui même. Face à des critiques documentées factuelles fondées sur le droit international, vous ne répondez que par des attaques personnelles et du chantage émotionnel. Vous ne contestez aucun chiffre, aucune accusation précise. Pourquoi? Parce que vous en êtes incapable. Il s'avance vers le pupitre. Il ne réplique plus, il domine, il occupe. La France condamne le terrorisme d'où qu'il vienne, toujours. Mais la France condamne aussi les crimes de guerre, les violations du droit international et l'occupation illégale de territoires. Notre position à nous est cohérente. Nous défendons le droit international. La vôtre consiste à le piétiner systématiquement puis à hurler à l'antisémitisme dès qu'on vous le fait remarquer. Netanyahou est désormais clairement en difficulté. Ses conseillers s'agitent dans son dos et changent des regards inquiets. Mais l'offensive française est loin d'être terminée. Vous voulez vraiment parler d'antisémitisme? Très bien. L'antisémitisme, c'est haïr les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Critiquer la politique d'un gouvernement fût-il israélien, c'est de la démocratie. Et contrairement à vous, la France sait faire la différence entre les Juifs et votre gouvernement d'extrême droite. Puis vient le coup de grâce, le moment que personne n'oubliera. Vous savez quelle est la différence fondamentale entre nous, monsieur le Premier ministre? Quand la France a commis des erreurs historiques, elle les a reconnues. Elle a fait repentance, elle a changé. Vous persistez dans l'erreur et vous vous servez de l'histoire pour la justifier. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui isolé, y compris parmi vos alliés traditionnels. L'hémicycle est sous le choc, sidéré. Jamais vous m'entendez, jamais un premier ministre israélien n'avait été ainsi pris à partie en public par un dirigeant occidental. Et la conclusion tombe, voix ferme, aucun tremblement. La France continuera à soutenir le droit d'Israël à exister en sécurité, mais elle continuera aussi à condamner vos violations du droit international. Et elle ne se laissera plus jamais intimider par vos accusations d'antisémitisme. L'époque où l'on faisait taire la critique par le chantage émotionnel est révolue. Il referme son dossier, regagne sa place, et un silence assourdissant tombe sur la salle. En face, pour la première fois de sa longue carrière politique, Netanyahou semble sans voix. Il tente bien, il faut sauver les apparences, quelques phrases balbutiantes sur la trahison française, sur les nouveaux antisémites, mais les mots sonnent creux, vides, inutiles. Après la démonstration de force qui vient d'avoir lieu, plus rien n'a de poids. L'onde de choc, elle est immédiate. Sur les réseaux sociaux, les extraits du discours deviennent viraux en l'espace de quelques minutes. Quelques minutes. Et pendant 48 heures pleines, le nom du Premier ministre français trône en tête des tendances mondiales. Les réactions aussi passionnées que divisées. Dans le monde arabe, l'effet est immédiat. Le Premier ministre français est porté au rang de héros. Du Maroc à l'Irak, des manifestations de soutien éclatent dans les rues.
Le président de l'autorité palestinienne déclare publiquement que la France vient de renouer avec l'honneur de la grande tradition gaullienne. Le Caire, Amman, l'Égypte, la Jordanie saluent à leur tour le courage de Paris. En Europe, le ton est plus mesuré, mais globalement positif. Berlin et Rome expriment leur compréhension à l'égard de la position française. Madrid et Bruxelles, eux, apportent un soutien explicite sans détour. Seuls deux pays prennent de leur distance, les Pays-Bas et la République tchèque, qui critiquent ouvertement la dureté du propos. Et puis, il y a Washington. Là, c'est un tollé, une déflagration. Le Congrès américain vote en urgence une résolution condamnant, je cite, les propos inacceptables du chef du gouvernement français. Le grand lobby pro-israélien outre-Atlantique enclenche aussitôt une campagne de boycott des produits français. Et c'est tout le paradoxe dans l'opinion publique américaine, surtout chez les jeunes générations, le discours du premier ministre français rencontre un écho extrêmement favorable. En Israël même, les réactions sont contrastées. À droite, on crie à la trahison française. On ressort le couplet du nouvel antisémitisme, mais à gauche, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, une partie significative de la classe politique salue ce qu'elle appelle un réveil nécessaire de l'Europe. Plusieurs grands noms de l'intelligentsia israélienne des écrivains de renommée mondiale expriment publiquement leur soutien aux propos tenus à la tribune onusienne. Mais c'est en France que l'impact est le plus spectaculaire, de très loin. Les sondages explosent, 73% des Français approuvent la position de leur Premier ministre. 73%. À l'Élysée, le président de la République, initialement réticent, il faut le dire, est contraint d'apporter publiquement son soutien à son chef du gouvernement sous la pression de l'opinion. Et la presse française unanime, pour la première fois depuis des décennies. La France retrouve sur la scène internationale une voix forte, une voix indépendante. Le grand quotidien de centre-droit titre « La fierté retrouvée de la diplomatie française ». Le journal phare de la gauche lui salue « Enfin un dirigeant qui ne courbe pas l'échine ». 3 jours après l'incident, Netanyahou tente encore de minimiser la portée du discours. Trop tard, les dégâts sont faits. Pour la première fois de sa carrière, ses méthodes d'intimidation viennent d'échouer en public. Pire encore, elles se sont retournées contre lui. Comme un boomerang, galvanisé par l'exemple parisien, l'Union européenne enchaîne quelques semaines plus tard avec un train de sanctions ciblées contre les dirigeants de colonies israéliennes. Plusieurs États membres rappellent leurs ambassadeurs pour consultation. La vieille politique de complaisance enterrée. Définitivement, affaibli par cet échec diplomatique d'une ampleur historique, Netanyahou se retrouve en pleine crise de confiance au sein même de sa propre coalition. Plusieurs ministres lui reprochent ouvertement d'avoir provoqué la France inutilement et d'avoir compromis l'ensemble des relations avec l'Europe. Quant au Premier ministre français du jour au lendemain, il devient une figure internationale. Invité dans toutes les grandes universités américaines, sollicité par tous les médias mondiaux, il incarne désormais ce nouveau leadership européen dont tant de gens ici comme ailleurs rêvaient depuis des années. 6 mois après, le Caire, visite officielle. Et là, le Premier ministre français est reçu comme un véritable chef d'État. Tapis rouge, honneur, foule conquise. Le président égyptien le déclare publiquement, la France a renoué avec sa voie historique au Moyen-Orient. À Ramallah, c'est encore plus impressionnant, des milliers de Palestiniens descendent dans la rue pour scander « Vive la France » sur le passage de son cortège. Mais c'est peut-être la réaction la plus inattendue qui résume le mieux la portée de ces fameuses 4 minutes. Dans une interview accordée à un grand quotidien new-yorkais, un ancien négociateur israélien, proche de la gauche, soit dit en passant, lâche cette phrase qui en dit long, très long. « Il nous a rendu service. Il nous a rappelé que notre impunité diplomatique touchait à sa fin. Peut-être que maintenant, enfin, nous allons être contraints de changer. » C'est dit, il faut cesser la portée du moment. Ces 4 minutes à la tribune des Nations Unies ne sont pas un simple incident diplomatique. Pas du tout. Elles viennent de briser un tabou vieux de plusieurs décennies et d'ouvrir la voie à une ère totalement nouvelle dans les relations internationales au Moyen-Orient, une ère où les violations du droit international ne pourront plus être balayées d'un revers de main par l'invocation rituelle de l'histoire. Une ère où le chantage émotionnel ne suffira plus jamais à étouffer la critique légitime. L'histoire retiendra que ce jour-là, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un jeune premier ministre français de 39 ans a osé dire tout haut ce que tant de gens pensaient tout bas depuis tant d'années, et que par son seul courage, il a infléchi le cours de la diplomatie mondiale. Le proverbe le dit si bien, il suffit parfois d'un seul homme debout pour faire tomber tous les autres. Mais
Et c'est là que ça devient passionnant, l'histoire ne s'arrête pas du tout là. Parce que derrière cette confrontation spectaculaire parfaitement orchestrée, se cachait une préparation absolument minutieuse, méthodique, et que très peu de gens, vraiment très peu connaissaient. Remontons quelques semaines en arrière, au cœur même de Matignon, dans les sous-sols. Là, des réunions confidentielles s'enchaînent, une équipe d'experts striés sur le volet a été constituée. Le tout premier consulté, un ancien ambassadeur de France en Syrie, véritable légende vivante de la diplomatie française au Moyen-Orient. Cet homme fort d'une expérience inégalée ne mâche pas ses mots dès la première rencontre. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez affronter cet adversaire, il faut d'abord connaître ses failles. Et sa plus grande faiblesse, je vais vous le dire, c'est qu'il ne supporte pas qu'on lui oppose des faits précis, vérifiables, indéniables. Un autre nom rejoint bientôt cette cellule de crise informelle, un politologue éminent de l'une des plus prestigieuses écoles de sciences politiques de Paris. Et son analyse à lui, elle est tout aussi tranchante. Cet homme fonctionne sur l'émotionnel, toujours. Il utilise la culpabilité historique comme une arme, c'est sa marque de fabrique, mais si vous restez rigoureusement sur le terrain du droit international, alors il n'a plus de prise, plus aucune. Une juriste de renommée internationale, ancienne députée de surcroît, vient compléter le dispositif. Sa mission, apporter l'expertise juridique, et son exigence est sans appel. Chaque accusation doit être documentée, chaque chiffre vérifié. On ne lui laisse aucune faille, aucune. Pendant des nuits entières, vous m'entendez, des nuits entières dans le plus absolu des secrets. Le Premier ministre français mémorise des centaines de données. Il connaît par cœur le nombre exact de résolutions onusiennes violées, les statistiques précises des victimes civiles, le détail de chaque accord bafoué. Tout est gravé, tout est rangé en mémoire. Il fera même venir discrètement à Paris un grand juriste internationaliste, ancien président d'une commission d'enquête de l'ONU sur Gaza, simplement pour s'assurer que l'édifice juridique de son argumentation tienne la route. Du béton armé. La préparation est tellement minutieuse que chaque argument adverse possible est anticipé à l'avance. Tous. L'ancien ambassadeur lui souffle les contre-attaques dans le détail. S'il vous sort la Shoah, vous lui rappelez l'accord de Haavara. S'il parle de terrorisme, vous lui citez les chiffres de l'ONU. S'il invoque l'antisémitisme, vous opérez la distinction entre judaïsme et sionisme. Chaque réplique est pesée, chaque effet calculé, au gramme près. Et que ce qui va le plus frapper les observateurs internationaux le jour J, ce n'est pas tant le contenu quoique, c'est la maîtrise émotionnelle. Le calme absolu du Premier ministre français face aux provocations adverses. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, son adversaire avait sorti l'artillerie lourde, la plus lourde. Ces attaques sur la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas un accident, ce n'était pas spontané, c'était calculé, conçu pour déclencher une réaction émotionnelle, pour faire perdre pied, pour pousser à la défensive. Mais en face, calme olympien, sérénité de marbre. Et chaque attaque transformée à l'instant même en contre-offensive précise, documentée, implacable. L'impact de cette confrontation va dépasser et de loin les espérances des plus optimistes de l'équipe parisienne. Dans les chancelleries du monde entier, les diplomates ont désormais une expression dans la bouche qui revient en boucle, ils parlent d'un « moment à part ». Cette capacité rare à dire non aux pressions sans céder pour autant à l'émotionnel. À Washington, malgré les critiques officielles, malgré la résolution du Congrès, de nombreux diplomates américains expriment en privé leur admiration, sans détour. Un haut fonctionnaire du département d'État sous couvert d'anonymat lâche cette confidence édifiante. Il a fait ce qu'aucun de nous n'ose faire. En Allemagne, pays particulièrement sensible aux questions liées à la Shoah. La réaction est plus nuancée mais terriblement révélatrice. L'ancienne chancelière, pourtant connue pour sa prudence légendaire sur ces sujets, déclare que la France a tout à fait le droit d'exprimer ses positions dans le respect du droit international. Une formulation diplomatique, oui. Mais venant d'elle, c'est un soutien à peine voilé à la position française. Et puis c'est peut-être là le plus inattendu, c'est au sein de la communauté juive mondiale que les réactions vont être les plus surprenantes. Le scénario sur lequel comptait Netanyahou, une hostilité unanime. La réalité, tout autre chose. Une partie significative de la diaspora juive exprime sa compréhension et même dans bien des cas son soutien explicite à la position française.
Une grande figure de l'intelligentsia juive française signe une tribune retentissante dans un grand hebdomadaire. Le propos est cinglant. Il a opéré la distinction cruciale entre antisémitisme et antisionisme. C'est précisément cette distinction-là que le premier ministre israélien refuse de faire pour des raisons strictement politiques. Plus inattendu encore, vraiment inattendu, plusieurs intellectuels israéliens prennent publiquement la défense du premier ministre français. L'un des plus grands écrivains israéliens lauréats d'un prix international de la paix, déclare sans ambages que son propre premier ministre a cherché la confrontation et qu'il l'a trouvée. Un autre historien de renommée mondiale va encore plus loin. Il affirme que les vérités énoncées à la tribune onusienne, ce sont des vérités que beaucoup d'Israéliens pensent tout bas, mais n'ont jamais formulées tout haut. Cette fracture-là au sein même de la société israélienne affaiblit considérablement la position de Netanyahou. Considérablement. Et puis voilà, pour la première fois depuis des années, sa carte maîtresse, l'accusation d'antisémitisme, n'a pas fonctionné. Pire, elle s'est retournée contre lui, le faisant apparaître aux yeux du monde entier comme un manipulateur, comme un homme déconnecté des réalités internationales. Et ça, c'est un dégât d'image colossal. Les conséquences géopolitiques durables, profondes, structurelles. Galvanisée par l'exemple français, l'Union européenne adopte dès décembre un train de sanctions inédit contre les colonies israéliennes. Et pour la première fois depuis sa création, vous vous rendez compte, l'UEE parle d'une seule voix sur le conflit israélo-palestinien. L'Allemagne, traditionnellement la plus prudente, la plus réticente, ne s'oppose pas aux mesures proposées par Paris. Silence assumé. Au Conseil de sécurité des Nations unies, la France obtient un soutien que vraiment personne n'avait vu venir. Une résolution condamnant l'expansion des colonies est mise au vote. Et même les États-Unis, oui, les États-Unis alliés historiques inconditionnels d'Israël, depuis des décennies, choisissent de s'abstenir au lieu d'utiliser leur droit de veto. Vous mesurez la portée, l'inimaginable vient de devenir réel. Cette abstention américaine, qui aurait été tout simplement impensable quelques mois plus tôt, marque un véritable tournant dans la diplomatie moyen-orientale. Un point de bascule. Une de ces dates qu'on retiendra dans les manuels d'histoire. Dans le monde arabe, l'effet est tout bonnement spectaculaire. Le premier ministre français devient la figure d'éproule emblème du réveil occidental sur la question palestinienne. Lors de sa visite officielle au Caire en janvier, il est accueilli avec des honneurs habituellement réservés aux seuls chefs d'État. Pas aux chefs de gouvernement, non aux chefs d'État. Le président égyptien déclare publiquement devant les caméras du monde entier que la France a renoué avec sa voie historique au Moyen-Orient. À Ramallah, le président de l'autorité palestinienne organise une cérémonie d'accueil exceptionnelle, du jamais vu. Et il qualifie son hôte français, je cite, de véritable ami du peuple palestinien. Mais l'impact le plus durable, le plus profond, il est ailleurs, sur la jeunesse européenne, sur cette nouvelle génération qui regardait jusqu'ici la diplomatie avec un mélange de cynisme et de désintérêt. Désormais, dans les universités de Heidelberg à Cambridge, de la Sorbonne à Bologne, les étudiants organisent eux-mêmes des conférences entières consacrées à l'effet qu'a produit cette confrontation. Des amphis pleins à craquer. Une génération qui retrouve goût aux idées. Le premier ministre français devient le symbole incarné vivant, parlant d'une Europe qui ose enfin dire non aux pressions extérieures. Une Europe qui défend ses valeurs sans complexe, sans s'excuser d'exister. Une grande plateforme de streaming va même produire un documentaire entier consacré à cet événement, retraçant minute par minute, seconde par seconde, cette confrontation historique. Le film sera visionné par plus de 50 millions de personnes à travers le monde. 50 millions. Et il va graver durablement l'image du chef du gouvernement français comme défenseur acharné de la justice internationale. De son côté, Netanyahou, il tente désespérément de limiter la casse. Ses conseillers en communication travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7, pour atténuer la portée de ce qu'ils surnomment en interne le désastre de New York. Le mot est lâché, désastre. Mais rien n'y fait, strictement rien. L'image choc du premier ministre israélien, réduite au silence par son homologue français, a fait le tour de la planète. Elle est partout, sur tous les écrans, dans toutes les têtes. Ces tentatives ultérieures de relancer la polémique, elles tombent à plat, une à une. Pire encore, et c'est là que ça devient cruel, elles renforcent à chaque essai l'impression d'un homme dépassé. Dépassé par les événements, dépassé par son époque,
dépassé par un monde qui soudain ne joue plus selon ses règles. La presse israélienne elle-même, et c'est là un signal qui ne trompe pas, se montre cinglante. Le grand quotidien de référence de la gauche israélienne titre sans détour « Humilié par sa propre arrogance ». Le grand journal populaire, pourtant traditionnellement proche du Premier ministre, n'est pas en reste. Son analyse à lui, un échec diplomatique majeur qui affaiblit Israël. Voilà, tout est dit. Cette contestation interne pousse plusieurs membres de la coalition gouvernementale à remettre publiquement en question le leadership de leur chef. Le leader de l'opposition centriste, figure militaire respectée, déclare que le Premier ministre a isolé Israël par des provocations parfaitement inutiles. Et même au sein du parti du Premier ministre, au sein de son propre camp, vous m'entendez bien, des voix discordantes s'élèvent pour critiquer ouvertement sa stratégie diplomatique. En France, l'effet politique est tout aussi considérable. Le président de la République, qui s'était initialement montré prudent sur les déclarations de son chef du gouvernement, est rapidement contraint d'apporter son soutien public. Pas le choix. Les sondages révèlent que 78% des Français approuvent de la position de leur Premier ministre. 78. Un score absolument exceptionnel sur un sujet de politique étrangère. L'opposition française, elle, toutes tendances politiques confondues, droite-gauche extrême, se retrouve contrainte de soutenir le chef du gouvernement. La chef historique de l'extrême droite déclare publiquement que pour une fois la France défend ses propres intérêts. Le tribun de la gauche radicale salue lui le courage d'avoir enfin dit la vérité. Et même la figure principale de la droite traditionnelle reconnaît sans détour que le Premier ministre a rendu sa fierté à la diplomatie française. Cette unanimité nationale rarissime, vraiment rarissime sur les sujets de politique étrangère, vient renforcer considérablement la position internationale du pays. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant français parle au nom de l'Europe tout entière sur un sujet majeur de politique internationale. Berlin, Rome, l'Allemagne et l'Italie commencent à aligner leurs positions sur celle de Paris. Un front européen uni se dessine, solide, face aux pressions qu'elles viennent de Tel Aviv ou de Washington. 6 mois après la confrontation au sommet du G7 organisé en Italie, le Premier ministre français est devenu tout simplement incontournable. Le centre de gravité de la table. Le président américain en exercice, qui pourtant avait initialement critiqué ses déclarations, finit par reconnaître que la France a parfaitement le droit de défendre sa vision du droit international. Cette reconnaissance, certes implicite, mais lourde de sens de la justesse de la position française, marque un véritable tournant. Un tournant dans les relations transatlantiques. Rien de moins. Et puis, l'effet déborde largement le seul cadre du dossier moyen-oriental. D'autres dirigeants européens manifestement inspirés commencent à adopter des positions plus fermes face aux pressions extérieures. Le chef du gouvernement espagnol durcit nettement le ton avec le Maroc sur l'épineuse question du Sahara occidental. Le chancelier autrichien critique ouvertement Ankara sur les droits de l'homme. L'Europe, vous le voyez, l'Europe semble avoir enfin retrouvé sa voie. Cette nouvelle assertivité du continent européen, naturellement, ça inquiète Washington énormément. Le département d'État multiplie les consultations avec toutes les capitales européennes dans une tentative de maintenir l'unité occidentale. Mais le mal est fait, profondément fait. L'Europe vient de découvrir dans la pratique qu'elle pouvait dire non aux États-Unis et que, contrairement à ce qu'on lui répétait depuis des décennies, le monde ne s'effondrait pas pour autant. Jour pour jour, après la confrontation lors de l'Assemblée générale des Nations unies de l'année suivante, les deux protagonistes se retrouvent dans la même enceinte. Mais cette fois, et c'est savoureux, c'est le Premier ministre israélien qui évite soigneusement son homologue français, qui détourne le regard. Les journalistes présents le notent tous, il semble diminuer, rétréci, face à un chef du gouvernement français désormais considéré à juste titre comme l'une des voix les plus influentes de la diplomatie mondiale. L'histoire retiendra que ces 4 minutes à la tribune des Nations Unies ont marqué un tournant, pas seulement dans le conflit israélo-palestinien, non bien plus que cela. Un tournant dans l'émergence même d'une Europe plus indépendante, plus assertive, plus debout. Le Premier ministre français a prouvé une chose, une seule, mais essentielle, qu'il est possible de résister aux pressions, de dire la vérité au pouvoir et de changer le cours de l'histoire par la seule force de la conviction, de la préparation, du courage, comme l'écrira un grand quotidien américain dans un éditorial qui fera date.
En 4 minutes, un jeune premier ministre français a accompli ce que des décennies de diplomatie n'avaient jamais réussi à faire briser l'omerta occidentale sur les violations israéliennes du droit international. Et cette phrase à elle seule résume parfaitement la portée historique du moment, cet instant unique, vraiment unique, où le David français a terrassé le Goliath israélien. Non par la force, non par les armes, non, mais par la vérité. Mais derrière cette victoire diplomatique spectaculaire, il faut bien le dire, se cachaient des mois entiers de préparation. Une préparation intense, méthodique et surtout absolument secrète, que très peu de personnes, vraiment très peu connaissaient. La véritable histoire de cette confrontation, elle n'a pas commencé à New York. Pas du tout. Elle a commencé bien avant, dans le bureau feutré du Premier ministre français à Matignon, par une froide soirée de septembre. Imaginez la scène, Paris s'endort doucement. Les lumières de la ville scintillent au loin, et là, dans le silence, le chef du gouvernement étudie méticuleusement un dossier confidentiel. 400 pages. 400. Le titre, Stratégie rhétorique et faiblesse argumentative. Analyse complète. Ce document, fruit de semaines, je dis bien de semaines de travail acharné, mené par une équipe d'experts triés sur le volet décortique méthodiquement chaque discours, chaque intervention publique, chaque tactique employée par le Premier ministre israélien depuis son arrivée au pouvoir. Et l'analyse, là, est d'une précision chirurgicale. Tout y passe, les schémas de manipulation émotionnelle, l'utilisation systématique de la culpabilité historique, les techniques bien rodées de retournement d'accusation, les mécanismes terrifiants de victimisation instrumentalisée. Tout est répertorié, tout est analysé, tout est déconstruit pièce par pièce. À la tête de ce travail titanesque, un ancien ambassadeur de France en Syrie, un véritable monument vivant de la diplomatie française au Moyen-Orient, 78 ans, les cheveux blancs, le regard acéré comme une lame de rasoir. Cet homme a consacré l'intégralité de sa carrière à comprendre en profondeur les subtilités d'une région parmi les plus complexes du monde. Il en connaît tous les rouages, toutes les failles, toutes les ombres. Lors de leur toute première rencontre secrète, il avait expliqué les choses très clairement au Premier ministre français. Monsieur le Premier ministre, votre adversaire est un manipulateur redoutable, mais il a des failles béantes. Sa plus grande faiblesse, je vais vous la dire, il ne supporte pas qu'on lui oppose des faits précis, vérifiables. Et surtout des chiffres qu'il ne peut pas contester. Toute sa rhétorique s'effondre comme un château de cartes dès qu'on reste rigoureusement sur le terrain factuel. Et l'équipe constituée autour du Premier ministre français impressionnante, par la compétence et par la diversité des profils, une véritable task force. Un professeur émérite, figure mondialement reconnue dans le champ des relations internationales, vient compléter l'équipe. Sa contribution à lui, l'expertise théorique, la grille d'analyse et son diagnostic là est limpide. Cet homme fonctionne sur l'émotionnel, sur le chantage affectif, toujours. Il transforme systématiquement le moindre débat politique en débat moral, la moindre critique factuelle en accusation personnelle. C'est sa méthode, c'est sa marque. Mais écoutez-moi bien, si vous restez rigoureusement sur le terrain du droit international et que vous n'entrez jamais dans l'émotionnel, alors il perd tous ses moyens. Tous. Une autre figure rejoint le dispositif, une ancienne députée juriste internationalement respectée. Elle séduit l'aspect juridique qu'elle prend en charge. Et son exigence est inflexible. Une véritable obsession, chaque accusation que vous porterez doit être béton. Béton armé. Chaque chiffre vérifié 3 fois. Chaque référence au droit international irréfutable. On ne lui laisse aucune faille, aucune approximation. Il faut être au-dessus de tout soupçon. Il va passer des semaines entières, des semaines, à éplucher méthodiquement, ligne par ligne, les résolutions des Nations Unies, les rapports des grandes ONG, les témoignages des observateurs internationaux. Un travail de fourmi. Et puis vient s'ajouter au dispositif une historienne chercheuse dans un grand organisme public, spécialiste incontestée du monde arabe contemporain. Sa contribution à elle, une connaissance profonde intime du contexte historique. Sa mise en garde dès les premières réunions est lucide. Il va utiliser la Shoah comme un bouclier. C'est son réflexe pavlovien automatique. Mais vous pouvez parfaitement retourner l'argument historique contre lui. Il suffit de lui rappeler quelques épisodes qu'il préfère soigneusement oublier. L'accord de Havara avec le régime nazi, par exemple.
Pendant des semaines donc, dans le plus grand secret, ces experts se retrouvent. Toujours dans les sous-sols de Matignon, loin des regards, loin des fuites. Ils reconstituent méticuleusement chacun des grands débats de la carrière du Premier ministre israélien. Ils analysent ses réactions, ses tics, sa gestuelle face aux contradicteurs. Ils identifient, c'est ça le plus précieux, ses points de rupture psychologique. Les moments précis où il craque. Le vieil ambassadeur lance la projection d'une vidéo un soir et commente. Regardez bien ce qui se passe quand le président américain de l'époque l'a contredit publiquement sur la question des colonies. Vous voyez, il perd totalement ses moyens dès qu'on le confronte à ses propres contradictions. C'est là qu'il faut frapper. Et l'analyse psychologique est tout aussi poussée, tout aussi fouillée. Un islamologue de renom international rejoint à son tour l'équipe pour apporter son éclairage sur les enjeux régionaux dans toute leur complexité. Sa lecture à lui est aussi tranchante qu'éclairante. Cet homme a construit toute sa carrière sur la peur, toute. La peur des Israéliens face aux Arabes, la peur des Occidentaux face à l'antisémitisme. Et c'est là sa fragilité, la peur, ça peut se retourner contre celui qui croit pouvoir l'utiliser à sa guise. Et ce qui par-dessus tout frappe l'observateur, la minutie absolue de la préparation. La précision quasi maniaque de chaque détail. Le Premier ministre français a mémorisé, lui, des centaines et des centaines de données, 87 résolutions de l'ONU violées, 5000 Palestiniens tués depuis 2008, selon les chiffres officiels onusiens, dont près de 400 enfants, 234 colonies illégales construites en Cisjordanie, 48 000 maisons palestiniennes détruites, 48 000. Chaque chiffre est gravé dans sa mémoire, chaque source vérifiée, recoupée, triple validation. Et lors d'une de ces longues réunions nocturnes, il est tard, très tard, tout le monde est épuisé. Le chef du gouvernement français lâche cette phrase qui dit tout du projet. Il faut que ce soit plus qu'un débat politique, bien plus. Il faut que ce soit un moment de vérité historique. Quelque chose qui change définitivement la donne. Définitivement. L'ambition est immense, le défi colossal. Mais toute l'équipe est convaincue d'une chose, le moment est venu. La fenêtre est ouverte, il faut s'y engouffrer. La stratégie limpide. Laisser l'adversaire dérouler sa rhétorique habituelle. Le laisser méthodiquement tomber dans ses propres pièges. Puis au moment précis où il croira avoir gagné, l'anéantir avec des faits irréfutables. Le vieil ambassadeur l'avait prédit avec une lucidité saisissante. Il va vous attaquer sur l'histoire. Il va vous culpabiliser sur la Shoah. Il va vous accuser d'antisémitisme. C'est garanti. Laissez-le faire. Plus il en fera, plus sa chute sera spectaculaire. Pour tester la préparation, des simulations sont organisées, plusieurs. Et plus elles avancent, plus elles deviennent féroces. Les conseillers jouent à tour de rôle l'adversaire. Ils utilisent les arguments les plus vicieux, les attaques les plus personnelles, les plus blessantes. Monsieur le Premier ministre, vous représentez un pays qui a livré ses Juifs aux nazis, crie un conseiller reprenant les accusations classiques. La France collaborationniste ose donner des leçons à Israël. En face calme, méthodique, imperturbable. À chaque simulation, le chef du gouvernement s'améliore, affine ses réponses, peaufine ses contre-attaques, au gramme près. L'entraînement va même inclure, et c'est là qu'on mesure le sérieux de l'opération, la gestion du stress physique. Un coach en communication, l'un des meilleurs du métier, travaille en tête-à-tête avec le Premier ministre sur la gestuelle, sur la respiration, sur la diction, sur chaque infime détail. Face aux caméras du monde entier, chaque détail compte, explique le spécialiste. Votre calme doit contraster avec son agressivité, votre sérénité avec sa colère. C'est ça qui va frapper l'audience. 3 jours avant le départ pour New York, une dernière répétition générale est organisée. Le décor, la grande salle des fêtes de Matignon, transformée pour l'occasion en réplique fidèle de l'Assemblée générale des Nations unies. Tout y est. L'éclairage, le pupitre, la disposition. Le chef du gouvernement va affronter une ultime simulation. Et cette fois, coup de théâtre, c'est le vieil ambassadeur en personne qui endosse le rôle de l'adversaire. Lui qui a passé sa vie à observer cet homme, il va mobiliser toute son expérience pour en reproduire l'éthique, les intonations, les tactiques. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement soutient les terroristes.
lance-t-il avec toute la véhémence du modèle. La France antisémite reprend du service. La réponse tombe, avec une froideur glaciale, tranchante. Monsieur l'ambassadeur, je note que vous préférez l'accusation personnelle au débat factuel. C'est révélateur, très révélateur, de la faiblesse de votre position. En secours, l'ancien diplomate sourit, un long silence, puis simplement « Parfait, vous êtes prêt ?» Le voyage vers New York se déroule dans la plus grande discrétion. Pas de fuite, pas d'indiscrétion, rien. Dans l'avion présidentiel, silence feutré, lumière tamisée, le premier ministre français relit une dernière fois ses notes, répète mentalement ses arguments clés. Encore et encore. Son équipe l'entoure, lui apportant les derniers ajustements, les ultimes précisions. La juriste lui glisse l'œil grave. N'oubliez pas, chaque mot que vous prononcerez sera scruté, analysé, instrumentalisé. La précision sera votre force. À New York, l'atmosphère est électrique. Vraiment. Les journalistes du monde entier flairent qu'il se prépare quelque chose de majeur. Dans les couloirs de l'hôtel où séjourne la délégation française, les téléphones portables crépitent sans discontinuer. Les correspondants diplomatiques s'échangent leurs dernières informations, leurs analyses, leurs prédictions. L'air est saturé d'attente. L'adversaire lui semble parfaitement confiant. Ses conseillers le rapportent, il est en pleine forme prêt pour ce qu'il appelle en privé la remise à niveau du jeune chef de gouvernement français. Le ton est donné. Et l'équipe israélienne a peaufiné sa propre stratégie, attaquée d'emblée sur le terrain de l'histoire, déployer massivement la culpabilité de la Shoah, contraindre l'adversaire à la défensive. Cette tactique-là, voyez-vous, a fonctionné avec absolument tous les dirigeants européens depuis des décennies, tous, sans exception. Mais cette fois, et c'est précisément ce qu'il ne sait pas encore, il va découvrir qu'il a en face de lui un adversaire d'un genre totalement nouveau. Un homme qui a étudié ses méthodes en profondeur, qui a anticipé ses coups un par un, qui a préparé chaque réponse. Un homme qui surtout n'a pas peur de dire la vérité, même quand cette vérité dérange. Le matin de la confrontation, le premier ministre français se lève à l'aube. Dans sa suite d'un grand hôtel new-yorkais, il relit une dernière fois le résumé de sa stratégie. 3 lignes directrices gravées dans la mémoire, rester calme, opposer les faits aux émotions, retourner chaque accusation avec des preuves irréfutables. À 7 heures précises, il appelle Paris. Le président de la République est au bout du fil. Sa voix est posée, mais on y sent la gravité du moment. Je vous fais confiance. Mais attention aux conséquences. Ce que vous allez dire voici aujourd'hui peut changer beaucoup de choses. La réponse fuse. Sans hésitation, c'est exactement le but, Monsieur le Président. Quand il arrive aux Nations Unies, il sent immédiatement la tension. Elle est palpable. Elle est dans l'air. Les délégations s'observent en silence. Les journalistes mitraillent sans discontinuer. Les diplomates chuchotent dans les couloirs. Dans la grande salle de l'Assemblée générale, l'atmosphère est celle saisissante d'un grand procès. Tout le monde le sait, tout le monde le sent, il va se passer quelque chose d'historique. Personne ne veut le rater. Quand l'adversaire prend la parole, le chef du gouvernement français l'écoute avec une attention extrême, chirurgicale. Et mentalement, il coche un par un chaque argument prévu, chaque tactique attendue. Et il pense à part lui, il suit le script à la lettre, exactement comme nous l'avions anticipé, la culpabilisation sur la Shoah, l'accusation d'antisémitisme, l'attaque sur la collaboration française durant l'occupation. Tout y est, vraiment tout. L'adversaire vient de tomber un par un dans absolument tous les pièges que l'équipe avait identifiés, méthodiquement, comme s'il les avait lui-même posés sous ses propres pieds. Et puis arrive le moment, le grand moment, le moment de vérité. C'est 4 minutes seulement qui vont très bientôt changer le cours de l'histoire. Le premier ministre français se lève, avec cette sérénité particulière, celle de celui qui sait exactement ce qu'il va dire et comment il va le dire. Pas une hésitation, pas un flottement. En face, son adversaire sourit encore. Il sourit, convaincu, dur comme fer d'avoir déjà gagné. Il ne sait pas. Il ne sait pas encore qu'il vient à l'instant même de déclencher sa propre défaite. Parce que derrière chaque mot qui va sortir, il y a des mois de préparation acharnée. Des centaines d'heures de travail collectif. Une stratégie pensée, repensée, calibrée au millimètre. On n'est pas dans l'improvisation. Pas du tout. On est dans la haute précision diplomatique, une démonstration éclatante de ce que peut accomplir l'intelligence collective quand elle se met sincèrement au service d'une cause juste.
Et lorsque le chef du gouvernement français commence à égrener une à une les résolutions de l'ONU, Violet, l'adversaire, comprend enfin. Il comprend qu'il vient de tomber dans un piège parfaitement tendu. Mais il est déjà trop tard, beaucoup trop tard. Le mécanisme est enclenché. Rien, plus rien ne peut l'arrêter. Et chaque tentative d'interruption, chaque protestation balbutiée ne fait que renforcer terriblement l'impression d'un Premier ministre dépassé par les événements. L'impact de cette confrontation va dépasser toutes les prévisions, toutes, y compris les plus optimistes de l'équipe française. En quelques heures seulement, les extraits du discours font le tour de la planète, littéralement. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés liés à cette confrontation deviennent viraux instantanément. Des millions d'internautes partagent les moments les plus marquants de l'intervention française, commentent, analysent, débattent. Le phénomène est mondial. Dans les rédactions du monde entier, c'est l'effervescence pure. Les éditorialistes travaillent jour et nuit pour décrypter cet événement sans précédent. Le grand quotidien new-yorkais titre « Un moment historique ». Le célèbre quotidien britannique analyse « La France brise le tabou ». Le grand journal italien lui résume cruellement « À genoux ». 3 mots, 3 pays, une même lecture. 3. Mais c'est dans le monde arabe que l'impact est le plus spectaculaire, de très loin. Du Maroc à l'Irak, de l'Égypte au Liban, des millions d'Arabes découvrent médusés qu'un dirigeant occidental peut enfin tenir tête sans complexe, sans s'aplatir, sans bredouiller des excuses. La grande chaîne d'information arabophone diffuse l'intégralité du discours du Premier ministre français en boucle, 48 heures durant, sans interruption. Et dans les cafés de Casablanca au Caire, en passant par Beyrouth, on ne parle plus que d'une seule chose, ce qu'on appelle déjà partout le miracle français. Les réactions officielles sont à la hauteur de l'événement, vraiment à la hauteur. Le président de l'autorité palestinienne déclare publiquement que la France vient de renouer avec l'esprit même du général, ayant fondé la Ve République. Le roi de Jordanie en personne salue le courage français. Et même la grande puissance pétrolière du Golfe, pourtant traditionnellement très prudente sur ce dossier, exprime à mots à peine couverts sa satisfaction face à la position parisienne. En Europe, l'effet domino est tout simplement saisissant. Madrid annonce qu'elle soutiendra pleinement sans réserve les positions françaises. Rome emboîte le pas dans la foulée, et même Berlin, pourtant traditionnellement la plus prudente sur ces questions, en raison du poids écrasant de son histoire, finit par nuancer sa position. L'ancienne chancelière déclare que tous les pays ont parfaitement le droit d'exprimer leur position dans le respect du droit international. Une manière diplomatique élégante de soutenir la France sans le dire frontalement. Au sein même de l'Union européenne, l'impact est révolutionnaire, pas moins. Pour la première fois depuis des décennies, vous m'entendez bien, des décennies, les 27 États membres trouvent un terrain d'entente commun sur le conflit israélo-palestinien. En décembre, l'UE adopte à l'unanimité un train de sanctions contre les colonies israéliennes. À l'unanimité, vous mesurez un vote historique qui marque la fin définitive de la paralysie européenne sur cette question. Aux États-Unis, malgré les critiques officielles, l'impact est plus nuancé qu'attendu, beaucoup plus nuancé. Si le Congrès vote effectivement une résolution condamnant les propos inacceptables du chef du gouvernement français, l'opinion publique américaine, elle se montre nettement plus partagée. Selon un grand sondage d'opinion mené à l'échelle nationale, 38% des Américains approuvent de la position française. 38%. Pour une critique frontale de l'allié israélien, c'est tout simplement énorme. Inédit même. Plus significatif encore, vraiment plus significatif, à l'intérieur même de l'administration américaine, des voix commencent à s'élever discrètement pour réévaluer la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Le conseiller à la sécurité nationale lui-même déclare officieusement en aparté que la France a soulevé des questions parfaitement légitimes sur l'application du droit international. Une fissure microscopique, certes, mais hautement symbolique, dans le soutien traditionnel jusqu'ici inconditionnel des Américains à Israël. En Israël même, l'onde de choc est considérable, massive. Pour la première fois depuis des années, le Premier ministre israélien doit faire face à une critique interne d'une ampleur jamais vue. L'opposition le critique avec une sévérité féroce pour avoir isolé Israël et provoqué inutilement la France. Le chef de file de l'opposition centriste déclare publiquement que son adversaire politique a causé des dégâts diplomatiques majeurs. Et la cause de tout cela, sa propre arrogance. Et même au sein du parti du Premier ministre, au sein de son propre camp, des voix discordantes se font entendre.
Plusieurs députés critiquent ouvertement en privé d'abord, puis publiquement la stratégie de confrontation engagée avec l'Europe. Un ancien ministre, figure respectée, ose même déclarer en public que le chef du gouvernement doit assumer pleinement ses responsabilités dans cette crise diplomatique. C'est dire. La presse israélienne, pourtant traditionnellement complaisante, voire bienveillante envers le pouvoir en place, se montre cette fois-ci inhabituellement critique. Le grand quotidien de gauche titre sans détour « L'arrogance qui humilie Israël ». Le journal populaire le plus lu analyse désabusé un échec diplomatique qui affaiblit notre position internationale. Et même le grand quotidien anglophone conservateur habituellement aligné sans réserve pose désormais ouvertement la question: le Premier ministre a-t-il perdu le sens des réalités? Cette contestation interne généralisée vient affaiblir considérablement la position du chef du gouvernement israélien. Ses sondages de popularité chutent de 8 points en l'espace d'une seule semaine. 8 points en 7 jours. Et plusieurs ministres de sa propre coalition commencent à prendre ostensiblement leur distance avec lui. Le leader de l'opposition centriste, ancien chef d'état-major reconverti en politique, appelle lui à un changement de cap radical dans toute la diplomatie israélienne. Radical. Le mot est lâché. Et la suite des événements va confirmer jour après jour l'ampleur véritablement historique de cette confrontation. 6 mois plus tard, lors de sa visite officielle au Caire, le Premier ministre français est accueilli purement et simplement comme un héros. Le président égyptien organise pour lui une cérémonie exceptionnelle, du jamais vu pour un chef de gouvernement étranger, et il déclare publiquement que la France a renoué avec sa voie historique au Moyen-Orient. Des milliers d'Égyptiens descendent dans la rue pour manifester leur soutien au chef du gouvernement français. Ils brandissent des drapeaux tricolores, spontanément. À Ramallah, l'accueil est encore plus spectaculaire, si c'était possible. Le président de l'autorité palestinienne organise une véritable parade en l'honneur de son hôte. Il le qualifie devant les caméras de libérateur de la parole palestinienne. Et là, des dizaines de milliers de Palestiniennes, vous m'entendez, des dizaines de milliers scandent « Vive la France » sur le passage de son cortège. C'est la toute première fois depuis des décennies, vraiment des décennies, qu'un dirigeant occidental est reçu de cette manière dans les territoires palestiniens. L'impact culturel, lui, est tout aussi remarquable. Pas en reste, une grande plateforme de streaming produit un documentaire entièrement consacré à cet événement intitulé sobrement « 4 minutes qui ont changé le monde ». Le film retrace minute par minute, seconde par seconde, cette confrontation devenue historique. Et il sera visionné par plus de 80 millions de personnes à travers le monde. 80 millions. Vous mesurez l'ampleur, le documentaire contribue durablement à ancrer dans l'imaginaire collectif l'image du chef du gouvernement français comme défenseur acharné de la justice internationale. Dans les universités européennes et américaines, l'effet produit par cette intervention devient carrément un sujet d'étude académique à part entière, pas anecdotique, un sujet d'étude. Dans les plus prestigieuses institutions outre-Atlantique, comme en Europe, des cours entiers, des séminaires de recherche, sont désormais consacrés à l'analyse fine de cette confrontation diplomatique. Et les étudiants en relations internationales décortiquent seconde par seconde la technique du Premier ministre français, sa préparation, sa stratégie, chaque détail. Un professeur reconnu mondialement enseignant dans l'une des plus prestigieuses écoles de politique publique de la planète signe dans la grande revue de référence en matière de relations internationales un article qui va faire date. Sa thèse là est limpide. Le Premier ministre français a démontré qu'il était possible de résister aux pressions par la seule force de la vérité et de la préparation. C'est une leçon magistrale, absolument magistrale de soft power. L'article sera traduit en 15 langues. 15. Et il deviendra rapidement une référence académique incontournable. Étudié, cité, commenté dans toutes les grandes écoles de diplomatie de la planète. Diplomatie de la planète. Diplomatie de la planète. Diplomatie de la planète. Diplomatie